Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, vient de sortir en salle et on l'a adoré. Oui. God damn it! Viva la révolution! Mais ça, on en parlera sûrement dans notre vidéo top de 2025. Aujourd'hui, on va aborder un autre de ces grands films qui lui aura permis d'asseoir un peu plus sa position sur Hollywood et compter parmi les plus grands réalisateurs de notre siècle. Je veux bien sûr parler, et vous l'avez vu dans le titre, de There Will Be Blood, une immense fresque de l'Amérique en pleine expansion et à la recherche du précieux or noir. On a cherché un film avec lequel il serait pertinent de le comparer, et The Social Network de David Fincher nous est apparu comme une évidence, tant ces deux films parlent de la démesure des ambitions de deux entrepreneurs prêts à tout manger sur leur passage. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un puits de pétrole, Une soirée universitaire, une boule de bowling et et le Facebook. deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films. I'm a false prophet. God is a superstition. Did I use any of your code? I've abandoned my child! You issued 24 million new shares of stock. Daniel Plainview est un entrepreneur, il s'est fait de l'argent en tant que chercheur d'or, mais maintenant il cherche à créer un empire du pétrole. Accompagné de son fils adoptif H.W., il va démarcher des propriétaires de terrain pour pouvoir forer chez eux. Un jour, Paul Sunday leur vend comme information la localisation d'un terrain californien riche en pétrole. Daniel et ses équipes s'y installent, achètent tous les terrains possibles et forent autant qu'ils peuvent. Mais entre le mécontentement des locaux, le prêtre fou et son fils devenu sourd, Daniel va se retrouver face à une montagne d'embûches qui retarde son expansion et son enrichissement personnel. There Will Be Blood, et je vais continuer à le dire comme ça, c'est une fresque de l'Amérique du début du XXe siècle. Paul Thomas Anderson, qu'on appellera PTA, nous montre cette course effrénée pour l'argent avec sa caméra presque toujours en mouvement. On y voit toutes les magouilles, les retournements de veste de chaque personnage qui sont tous plus pourris les uns que les autres, tout en étant eux-mêmes victimes des agissements de chacun. Un autre aspect qui nous a marqué en revoyant ce film, c'est les 15 premières minutes qui sont complètement silencieuses. Ça correspond au moment où Daniel n'est pas encore devenu riche, où il commence à monter son entreprise. Cette ouverture a vraiment pour but de montrer qu'il est déterminé à réussir sans superflu. Le type a quand même rampé sur des kilomètres avec une jambe pétée pour ramener son or au racheteur. Le deuxième film d'aujourd'hui s'ouvre différemment. Il est beaucoup plus bavard, mais il nous dévoile également la personnalité de son personnage principal, lui aussi déterminé. I think we should just be friends. I don't want friends. I was just being polite. I have no intention of being friends with I'm under you. some pressure. Alors qu'il vient de se faire quitter par sa copine, Mark Zuckerberg, un brillant étudiant d'Harvard, va décider de poster sur son blog personnel des messages dégradants et insultants envers elle. Il a alors l'idée brillante de créer avec ses colocataires un site dont le but est de comparer le physique des étudiantes de l'université. Malgré l'impopularité de son action auprès de la gente féminine, son talent pour le code va attirer l'attention des frères Winklevoss qui lui proposent de s'associer pour créer un site de rencontres universitaires et élitistes. Mark prend cette idée et crée The Facebook, un réseau social où tout le monde peut étaler sa vie privée aux yeux de tous sans qu'on ait besoin de chercher. Avec son meilleur ami Eduardo qui finance le projet, ils vont réussir à établir The Facebook dans plusieurs universités avant de conquérir le monde. Il y a une double narration dans ce film, car en réalité toute la mise en place de Facebook, de sa création à son expansion, est racontée lors de deux procès. L'un face aux frères Winklevoss, pour leur avoir volé leur idée, et l'autre face à Eduardo, pour l'avoir pris en traître et injustement sorti de l'entreprise. Dans la vraie vie, Mark Zuckerberg, c'est le plus jeune milliardaire de l'histoire. Un entrepreneur génial, dans le sens c'est un génie, adulé par certains et haï par d'autres. Les deux procès racontés dans le film ne sont qu'une infime partie de tous les litiges qu'il a connus. On lui reproche de voler les informations de ses utilisateurs sans leur consentement, d'autoriser une trop grande liberté d'expression sur ses réseaux sociaux, et plus récemment, on lui a reproché son rapprochement avec des mouvements misogynes et masculinistes.
Pourtant, dans The Social Network, David Fincher et le scénariste Aaron Sorkin ont plutôt bien représenté ces pans de la personnalité de Zuckerberg. Dès les premières minutes du film, on le présente comme quelqu'un qui méprise sa petite amie, qui monopolise la parole en faisant des fixettes sur des classes élitistes et qui rejette constamment la faute sur les femmes. Aujourd'hui, on pourrait le décrire comme un incel. Et juste après ça, il pirate les données de l'université pour voler des photos d'identité. Mark est un personnage antipathique. On ne peut pas s'attacher à ce personnage dans le film, et pourtant c'est lui qui réussit tout. Il sait comment bien s'entourer, et à quel moment se séparer de ses associés, s'ils prennent trop de place, ou si leur image publique se dégrade. Do you realize that your actions could have permanently destroyed everything I've been working on? We have been working on. Without money, the site can't function. About now, you still wired in? Un premier point commun entre ces deux films, c'est à quel point Mark et Daniel se ressemblent dans leur personnalité. Leur plus grand désir semble être le fait d'étendre leur empire le plus loin possible, de répandre Facebook dans toutes les universités, puis dans le monde, ou alors de posséder le plus de puits de pétrole en Amérique, pour se faire le plus d'argent possible. Les deux films montrent le rêve américain, le fait de partir de rien et de réussir à une échelle gigantesque. Mais ces films dénoncent aussi les dérives que cet ultra-capitalisme provoque sur les individus. La perte d'humanité, la cupidité, la volonté d'enterrer ses supposés adversaires pour son profit personnel. En cela, la relation entre Daniel et HW se rapproche de celle qu'entretient Mark avec Eduardo. Ils sont associés. Au début du film, Daniel adopte HW qui est le fils d'un de ses collègues décédés. Le temps passe et HW grandit, il assiste aux réunions, intervient quand ça lui semble nécessaire et observe les va-et-vient des travailleurs sur les chantiers. Après son accident, HW devient sourd et sa relation avec Daniel se détériore. Quand leur relation est au plus bas et que toute communication est devenue impossible, Henry, le supposé frère de Daniel, apparaît de nulle part et va venir remplacer le rôle d'HW. En conséquence, Daniel abandonnera son fils dans un train. Cette scène fait évidemment écho au premier moment partagé entre les deux personnages au début du film. Du côté de The Social Network, Mark et Eduardo sont colocataires et meilleurs amis. Quand Mark lance son projet de réseau social, Eduardo fournit les ressources financières nécessaires au bon fonctionnement du site. Leur relation se dégrade quand vient la question de la monétisation de Facebook, Eduardo souhaitant faire afficher des publicités sur le site, Mark étant contre cette idée. À la manière de There Will Be Blood, c'est quand leur relation est au plus bas et qu'ils n'arrivent plus à communiquer qu'ils vont faire la connaissance de Sean Parker. Sean dénigre complètement Eduardo et vient petit à petit le remplacer jusqu'à ce que Mark le sorte complètement du business. Pas en l'abandonnant dans un train, mais avec des contrats bien ficelés. Henry et Sean retournent complètement Daniel et Mark contre leur ancien associé en leur faisant de jolis discours, en leur disant des choses qu'ils veulent entendre. Sean parle d'expansion à l'international, de jolis bureaux et de milliards de dollars, quand Henry parle de liens familiaux à reconstruire. Mais ces deux-là se feront aussi prendre à leur jeu, car en réalité leur objectif est de profiter de la naïveté de leur interlocuteur pour avoir accès à leur argent et faire des soirées avec de l'alcool et des filles. Daniel va déceler les incohérences de discours chez Henry, comprendre qu'il n'a jamais été son frère, et le tuer. Mark, quant à lui, va être mis au fait des soirées poudrées de Sean avec des filles mineures et va se séparer de lui pour maintenir la bonne réputation de son entreprise. Maintenir une bonne image, c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle Daniel garde HW près de lui pendant les réunions avec des investisseurs. Une manipulation assez vicieuse pour paraître plus sympathique que l'on est vraiment. Comme quand Eduardo traîne sa petite amie à une réunion arrosée avec Sean Parker. Alors, je ne pense pas que ce soit exactement la même intention dans le cas d'Eduardo, mais cet exemple nous permet d'illustrer les trajectoires parallèles et flamboyantes de ces deux relations. En effet, quand HW se sent complètement abandonné par son père au profit de son faux frère, il décide subitement de mettre le feu à leur maison, tout comme la copine d'Eduardo mettra le feu à l'appartement quand elle se sentira délaissée et mal considérée. Ces deux scènes illustrent à quel point les personnages délaissent leurs liens personnels au profit de leur business. Même si, à ce moment-là, Eduardo et Daniel sont en train de se faire enfumer, littéralement et figurativement, puisqu'après ça, Daniel va découvrir qu'Henry n'est pas son frère et Eduardo va perdre ses parts de marché. HW et la copine d'Eduardo semblent être les seuls à voir la réalité en face et tentent de prévenir leurs interlocuteurs qui vont droit dans le mur, mais ne sont évidemment pas écoutés. Pourtant, Eduardo semble plutôt avoir les pieds sur terre, là où Mark est un personnage plus extravagant qui voit tout le monde comme une menace potentielle envers sa création, un point qu'il partage avec Daniel, qui voit en chaque individu un concurrent qu'il doit engloutir. Un bon exemple de cette façon de penser, c'est la scène face aux investisseurs qui proposent de financer la construction d'une pipeline. Daniel va les envoyer balader car l'un d'entre eux a osé prononcer le nom de son fils qu'il vient d'abandonner. En fait, il cherche juste une excuse pour refuser leur argent et tout financer lui-même, ce qui réduit les coûts et augmente ses bénéfices. Finalement, il va récupérer HW et le garder près de lui jusqu'à la fin du film quand il est vieux et fatigué. Maintenant adulte, HW souhaite prendre son indépendance et créer ses propres forages au Mexique, loin des infrastructures de son père. Mais là encore, Daniel vend son propre fils à un rival et le renie définitivement.
Ces deux films représentent deux périodes américaines très différentes où la violence s'exerce de deux façons différentes. Très brutale et sanglante dans le XXe siècle de There Will Be Blood, et à coups de contrats et de procès dans le XXIe siècle de The Social Network. Ces deux types de violences se feront contre les anciens associés des personnages principaux, mais également contre des frères jumeaux dans les deux films. Paul Dano et Armie Hammer incarnent chacun le rôle de deux frères jumeaux dans ces films. Ceux de Paul et Eli Sunday dans There Will Be Blood, et Cameron et Tyler Winklevoss dans The Social Network. Ces quatre personnages feront face à l'arrogance, la cupidité et la violence de Daniel et Mark. Ces deux fratries sont très différentes et n'agissent pas de la même manière. Tyler et Cameron sont tous deux forts et imposants physiquement, toujours en symbiose et toujours ensemble à l'écran. C'est eux qui ont eu l'idée originale que Mark aurait volée, et c'est eux qui vont le traîner dans un tribunal pour obtenir réparation. Tout l'opposé de Paul et Eli qui n'apparaissent jamais ensemble. Paul n'intervient qu'au début du film pour donner l'idée à Daniel d'aller forer en Californie sur les terres d'Eli. Ce dernier veut profiter de l'occasion pour réunir des fonds pour monter sa propre église, mais il se fera flouer à de nombreuses reprises par Daniel qui le méprise et ne voit en lui qu'un faux prophète ahuri. Finalement, l'union des frères Winklevoss leur aura permis d'obtenir une compensation financière et de sortir gagnant de leur déboire avec Mark, quand seul Paul se sera enrichi au détriment de son frère qui mourra pauvre et désespéré sous les coups de Daniel. Ces deux destins opposés donnent cependant lieu à deux scènes de dialogue particulièrement bien mises en scène qu'on vous propose d'analyser. It's potentially worth millions of dollars. Million. $600. Yes. Might just be letting your imaginations run away with you. What else have you got up there? What do you grow? We have a big ranch, but it's mostly rocks. Avant de passer à l'analyse de séquence, laissez-moi vous dire que si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. On en est encore à nos tout débuts sur YouTube et votre soutien est très profitable et nous encourage à continuer à créer de nouvelles vidéos. On est donc dans The Social Network, à environ 1 heure de film, et les frères Winklevoss se rendent dans le bureau du directeur d'Harvard pour obtenir réparation. De notre côté, on sait qu'ils vont aller jusqu'au procès, mais cet entretien va leur faire comprendre qu'ils n'ont en réalité aucune chance. Voilà comment le film nous le montre. On commence la scène dans le bureau de la secrétaire. Le frère avec la cravate verte est affalé dans son siège rempli de confiance en lui. Le vert peut être vu d'ailleurs comme un signe d'avidité et de chance. Celui avec la cravate rouge est plus à l'étroit, plus de profil, plus prudent et anxieux, le rouge étant la couleur de la peur et du danger. En entrant dans le bureau, leur tête sort du cadre. On peut le voir comme un signe d'assurance et de domination. Une fois dans le bureau, en plan large, les deux frères dominent le directeur, mais un détail peut passer inaperçu. Il y a une assistante au fond de la pièce qu'un des frères va venir éclipser. À partir de là, on va entrer dans un champ contre champ frontal, avec d'un côté les deux frères parfaitement alignés, et de l'autre le directeur enfermé entre les frères par le cadre. Le premier plan sert à montrer l'équilibre entre les frères, que ce soit quand ils sont sur la même longueur d'onde ou quand ils se complètent pour rattraper l'erreur de l'autre. Le deuxième plan sert à montrer les moments où le directeur écoute et où il n'est pas en position de force. Rapidement, on passe à une autre valeur de plan, de profil, laissant entrevoir l'assistante en fond, l'élément perturbateur de cette séquence, le personnage sur lequel le directeur peut s'appuyer pour déstabiliser les frères. Le directeur a droit à son plan isolé, signe qu'il a compris à quel genre d'individu il avait affaire, signe qu'il va les envoyer bouler. Le frère en cravate rouge va enfin prendre la parole avec un plan de 3/4 en décalage avec l'équilibre du plan de face. Enfin, le plan de face sur le directeur vient leur mettre le coup de grâce. Il est en position dominante par rapport au frère à la cravate rouge. Leur requête n'aboutira pas car elle est stupide. Ce plan de côté avec l'assistante silencieuse vient appuyer cette idée en montrant qu'il est observé et isolé de son frère. Un dernier échange entre le directeur et son assistante pour lui informer que ce sont des fils à papa, et on peut passer un plan large pour montrer la domination du directeur sur les deux frères qui sont divisés par l'assistante. Enfin, on revient au point de départ, la tête hors du champ, signe d'un entêtement, à la différence près qu'un des frères a arraché la poignée de la porte comme pour exprimer une perturbation, un décalage entre les attentes et la réalité. Ils partent perdants au procès, ils le savent. S'ils veulent gagner face à Mark, ils devront la jouer autrement. Dans There Will Be Blood, on retrouve le même genre de scène où des personnages cachés interviennent et où l'isolement et le renfermement dans le cadre est signe d'une position dominante ou soumise. On est encore au début du récit. C'est le moment où Paul va venir informer Daniel de la localisation des terrains où il pourra trouver du pétrole. Il entre doucement dans la pénombre dans le bureau de Daniel, la tête hors champ comme s'il était désorienté. Ils échangent sur le pétrole avec un léger zoom pour montrer l'intérêt que Daniel porte à son intervenant. En s'asseyant, Paul dévoile l'assistant de Daniel qui devient une barrière entre deux. Tous les regards sont à la même hauteur, ils sont à égalité et la caméra vient isoler Paul. Il est le centre de l'attention, celui qui peut rapporter gros. Il se met en position dominante et réclame beaucoup d'argent. En contre-champ, Daniel est enfermé, dos au mur. Il entame alors la négociation en s'avançant vers Paul, qui se retrouve à son tour complètement enfermé par Daniel et son assistant, puis par HW qui surgit derrière lui. Au fil de la négociation, ils vont tomber d'accord sur une offre. Paul peut à nouveau respirer dans son cadre,
On change alors de décor pour les montrer les 4 en plan large, tous à la même hauteur, à égalité. S'il y a bien un truc que David Fincher et Paul Thomas Anderson savent bien faire, c'est mettre en scène des histoires grandioses, même quand sur le papier elles ne le sont pas, comme ces 2 scènes de négociation en chant contre chant autour d'une table. Il y a un vrai soin de la mise en scène apporté à chaque plan de ces films. Ça donne un résultat puissant, et bien souvent tendu. Et ce n'est pas étonnant, car quand on regarde où se placent ces films dans la filmographie de leurs réalisateurs, on se rend compte que la fin des années 2000 représente pour eux le summum de leur carrière. La carrière de Paul Thomas Anderson peut être séparée en 3 grandes phases particulières. D'ailleurs, plein de gens sur internet s'amusent à séparer sa carrière en fonction des drogues qu'il aurait dû consommer pour faire ses films. Donc on a la phase cocaïne et la phase weed. Mais selon mon analyse, on pourrait aussi inclure la phase méthamphétamine. Je m'explique. Il a réalisé son premier long métrage, Hard Eight, à 26 ans. Mais c'est Boogie Nights qui va participer à le faire connaître aux yeux du grand public. Là, on est dans la période de cocaïne, des films survoltés avec un rythme effréné et avec son plus grand film, Magnolia, en 99. Un film choral suivant plusieurs parcours de vie, tous aussi tordus les uns que les autres, avec un Tom Cruise en gourou de secte masculiniste déjanté, et Julianne Moore qui m'a arraché beaucoup trop de larmes. Cette période cocaïne se termine en apothéose avec Punch Drunk Love avec Adam Sandler dans un de ses plus beaux rôles dramatiques. Vient ensuite à 37 ans la période meth avec There Will Be Blood. Avec ce film, puis The Master, Inherent Vice et Phantom Thread, PTA va entrer dans des drames historiques avec une mise en scène plus calme, mais avec des personnages constamment sur le fil de la moralité. Enfin, ces 2 derniers films en date, à partir de 41 ans, Licorice Pizza et Une bataille après l'autre, sont très posés, avec quelques moments d'énervement, mais des personnages complètement déconnectés de leur environnement, ce qui entre bien dans la période weed. Dans chacun de ces films, on retrouve cependant des thématiques assez précises. La famille, comment resserrer ou faire exploser des liens familiaux, mais surtout l'héritage et la transmission. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations suivantes? There Will Be Blood, c'est une synthèse de toutes les thématiques chères à PTA, en plus d'être un point de pivot central dans sa carrière en termes de production. Si on regarde maintenant la carrière de David Fincher, on peut voir que ça démarre très vite, très fort, puisqu'en 92, à 30 ans, il réalise Alien 3, un film qui renie un peu, voire complètement aujourd'hui, et qui a failli lui faire arrêter sa carrière au cinéma à cause de sa mésentente avec les producteurs. Après, il s'est très vite rattrapé, puisqu'en 95, il sort probablement son meilleur film, Seven, un film policier avec le duo Brad Pitt-Morgan Freeman, un drame sombre et pluvieux où chaque meurtre paraît être extrêmement palpable et organique. Bon pardon, j'ai un peu envie de m'attarder sur chaque film qui est cité, mais on va avancer. En 97 et 99, il va sortir 2 autres films extrêmement prenants, The Game et Fight Club, qui va venir clore la première grande phase de David Fincher, celle de la pellicule. À partir des années 2000, le numérique se démocratise et le champ des possibles s'ouvre en grand. David Fincher va être un des premiers à s'y engouffrer avec Panic Room en 2002, suivi de Zodiac et ce fameux plan zénithal sur le taxi que tout le monde utilise pour décrire le passage au numérique. Vient ensuite Benjamin Button avec le vieillissement et le rajeunissement de Brad Pitt. On est au moment de sa carrière où tout semble permis pour lui, et c'est à ce moment-là qu'il fera The Social Network. Vient ensuite Millennium et Gone Girl, son dernier grand film. Mais à partir de là, Fincher va faire un choix de carrière cohérent, mais dommage. On l'a vu, il s'est engouffré dès qu'il a pu vers la production numérique. Et à cette période, la nouvelle avancée, c'est l'arrivée des plateformes de streaming, et notamment Netflix. Il a travaillé sur la série House of Cards, mais il a surtout supervisé la superbe série Mindhunter. Et depuis, il a sorti 2 films qui paraissent assez mineur dans sa carrière. On attend tout de même avec grande impatience son prochain film, qui est la suite de Once Upon a Time in Hollywood, film pour lequel il va retrouver Brad Pitt pour la première fois depuis 2008. Bref, dans son cas, on peut retrouver des thématiques comme la folie humaine, la cruauté et le dépassement de soi dans tous ses films. The Social Network explore ces thématiques de la manière la plus subtile possible, apparaissant aux premiers abords plutôt comme un biopic calme. Les 2 films qu'on traite aujourd'hui sont donc des synthèses, des névroses de leurs réalisateurs, et sont sortis au moment où ils avaient le vent en poupe avec les producteurs, et où ils pouvaient tout se permettre de produire. En plus de ça, ils parlent de l'Amérique et de l'American Dream, comme on l'a vu au début de la vidéo, tout ça au travers de 2 personnages qui montent un empire financier colossal. Quand les 2 films se terminent, Daniel vit seul dans son immense manoir avec toute sa fortune accumulée, et Mark est seul dans le tribunal tout en étant le plus jeune milliardaire du monde. Mais avant d'en arriver là, ils ont dû gravir beaucoup d'étapes en partant de presque rien. Daniel est montré comme un travailleur acharné, il cherche de l'or au fond d'un trou qu'il semble avoir creusé mais se casse la jambe avant de trouver ce qu'il cherchait. Après avoir rampé sur des kilomètres, il accède à sa récompense.
On ne sait pas comment il en est arrivé à s'intéresser au pétrole, mais on peut supposer que c'était la trajectoire que suivaient de nombreuses personnes s'étant enrichies à cette époque. Dans le cas de Zuckerberg, le point de départ est qu'il est un brillant étudiant et que son colocataire et meilleur ami Eduardo vient d'une famille aisée et qui peut se permettre d'injecter des milliers de dollars dans un projet incertain. On a donc dans les deux cas une base assez solide sur laquelle il va être possible de capitaliser. Des personnages déterminés et ayant la possibilité financière de réussir. Daniel monte son premier site de forage qui lui est profitable malgré la mort d'une personne. Après une ellipse, on apprend qu'il est devenu pétrolier et assure gagner plus de 5000 $ par semaine, ce qui fait beaucoup d'argent, je voudrais bien gagner autant. D'autant qu'en prenant en compte l'inflation, on arriverait à presque 1 million de dollars par semaine aujourd'hui, et c'est absolument colossal. Mais ce n'est pas assez pour Daniel qui va se rendre en Californie pour forer davantage. De son côté, Mark lance son projet The Facebook. Il code la première version tout seul, rencontre un succès immédiat dans son université et s'entoure plus tard d'autres personnes pour faire grossir le projet. On ne sait pas comment ni s'il gagne de l'argent pour l'instant, le site ayant surtout l'air d'un investissement sur le très long terme. Suite à sa rencontre avec Sean Parker, il décide lui aussi de partir pour la Californie. Dans les deux films, la Californie est une terre profitable au développement économique d'une entreprise, que ce soit pour les champs de pétrole à l'époque ou la Silicon Valley aujourd'hui. En Californie, les projets de Daniel et Zuckerberg se démarquent de tous les autres par un argument solide, la fiabilité. Daniel est garant du rendement de ses puits, il s'assure de ne pas forer n'importe où et sait différencier les infiltrations des vraies sources de pétrole. Je m'y connais absolument pas à la matière, du coup je me fie à ce qu'on raconte le film. De plus, il s'assure de tout faire par ses équipes qu'il connaît personnellement et limite le plus possible les intervenants extérieurs. Mais le problème c'est que toute son entreprise est basée sur une arnaque, une bombe sur laquelle il s'assoit pour la camoufler. Ils rachètent toutes les propriétés de la région à un coût très faible, bien en dessous de la valeur réelle de leur terrain, et sans couvrir les dédommagements liés à l'installation des puits dans les jardins des habitants. Mark se place dans son héritage direct en s'entourant des personnes les plus compétentes qui existent et en assurant la fiabilité totale du site, qui ne doit jamais cracher, jamais être inaccessible, et cela est permis par les fonds engagés par Eduardo dans la location de serveurs. Le tout en montant aux jumeaux, en prétendant travailler à fond sur leur projet, alors que ce n'est pas vrai du tout. Tous ces efforts, cet acharnement et ces mensonges finissent par enfin payer. Plus d'1 million d'utilisateurs pour Facebook et des puits de pétrole tournant à plein régime. Une entreprise valorisée à plusieurs millions de dollars, Mark et Daniel sont à leur apogée, eux qui ne partaient de presque rien sont rois du monde. Ils ont réussi, ils se sont distingués des autres pour atteindre leur objectif irréaliste et ça a fini par payer. Même si les réussites et les succès de Mark et Daniel vont perdurer dans le temps, cet apogée marque aussi un point de bascule pour nos deux entrepreneurs. La surdité soudaine d'HW va l'éloigner de son père, et là il devient de plus en plus envahissant pour Daniel, en plus de ne lui servir à rien, et le puits de pétrole prend feu comme si la vie de Daniel partait en fumée. L'arnaque, la bombe sur laquelle il s'est assis, explose au grand jour. La symbolique est belle, mais visiblement c'est normal que ça prenne feu, ça n'inquiète personne. Bon. Du côté de Mark, le million est atteint, mais Eduardo déboule en trombe dans son bureau pour exploser son ordinateur et exiger réparation. Parker fanfaronne, mais va bientôt sauter lui aussi. Plus tard, Zuckerberg sera incapable de gagner ses procès à cause de l'image de gros con qu'il se traîne, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'avocate. You're not an asshole, Mark. You're just trying so hard to be. Lui qui faisait tout pour maintenir une bonne réputation pour son entreprise n'est même pas capable d'assurer la sienne. Daniel, quant à lui, aura l'occasion de laver son image. Lorsqu'il négocie avec Bundy pour récupérer la dernière propriété du coin, celui-ci lui demande d'avouer ses péchés à l'église, et ça donne lieu à la célèbre réplique « I've abandoned my child! I've abandoned my boy !» Brillante interprétation de Daniel Day-Lewis qui donne une intensité sublime à cette réplique, du pur cinéma. Et il a eu un Oscar, pas pour rien quoi. Pendant ce temps, Eli se défoule sur lui pour extirper le démon de son âme, mais surtout pour se venger du moment où il s'est fait traîner dans la boue et de toutes les autres crasses que lui a fait subir Daniel. D'ailleurs, c'est pas le seul film où on peut prendre plaisir à voir Paul Dano se faire traîner dans la boue, puisqu'on a le même genre de scène dans 12 Years a Slave, et un peu le même style dans Prisoners aussi. Pour en revenir à Mark, la seule occasion de se racheter est d'aligner des chèques pour éviter d'aller au procès, mais ça ne lève pas son image pour autant. Alors il reste là, dans son bureau, aigri et remonté contre le monde, à regarder ses statistiques en Bulgarie, tout comme Daniel seul dans son château, qui renie son seul fils et frappe à mort Eli venu lui escroquer de l'argent. Le succès financier leur a souri, ils ont bâti des empires immenses, mais le coût humain derrière tout ça a été trop grand, et c'est à ce niveau-là qu'ils sont perdants. Cette idée de perte de contrôle sur leur environnement, mais aussi sur eux-mêmes, est accentuée par les parallèles qui sont dressés entre le début et la fin des films. Daniel, au début, donne des coups de pioche dans la roche, il est déterminé à réussir et à devenir maître de son destin. Mais à la fin, il donne des mêmes coups avec une quille sur Eli. Il est devenu complètement fou avec son obsession pour le pétrole et le contrôle. De même, Mark, au début du film,
est connecté au monde dans un environnement chaleureux en présence de sa future ex-copine. Il est connecté au monde comme à la fin du film, via Facebook, avec la même personne, sur son ordinateur. Lui n'a pas changé, mais a fait évoluer le monde autour de lui vers un environnement froid et dénué de contact humain. On aurait pu s'attendre à ce que Mark et Daniel soient aveuglés par l'argent, que ça soit la motivation principale de ces personnages, mais à aucun moment des films, ils ne sont représentés comme étant des flambeurs ou particulièrement attachés à leur portefeuille. Ils ont une motivation en fait bien plus malsaine, qui est celle de dominer tout le monde, de pouvoir les prendre de haut en étalant leur toute-puissance, en les dépossédant de tout pour se l'approprier. Ce sont des personnages détestables, qui ne montrent aucune empathie envers leur entourage, ni même envers ceux à qui ils doivent leur réussite. Ils cherchent à tirer les ficelles par tous les moyens possibles, et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver There Will Be Blood gratuitement sur France.tv et The Social Network sur Netflix et HBO Max. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao, bye. Salut.